Merci d'abord aux organisateurs pour l'invitation. Merci surtout d'organiser ce genre de rencontres parce que je pense qu'elles sont extrêmement nécessaires. Nécessaires parce que on ne mesure pas à quel point ces accords-là ou ces projets d'accords-là peuvent changer notre vie quotidienne et pourtant c'est le cas. C'est le cas. Ce n'est pas le premier, j'ai entendu, je suis arrivé fin de matinée déjà qu'on évoquait qu'il y avait déjà eu par le passé la GCS dans sa formule première était d'ailleurs pas loin de la formule de l'accord sur le commerce des services, la CS actuelle. Et ces négociations ne seront là que parce qu'il y a eu, et en intra-européen aussi, la directive Bolkestein, contre laquelle nous avons marqué des points. Donc, effectivement, par rapport au débat de fête matinée, il faut garder espoir. Nous pouvons gagner des points, et pas uniquement sur celle-là. Maintenant, la réalité est celle-là aussi, qu'on n'arrêtera jamais de devoir se battre contre de telles tentatives, et même si on y arrivait, si un jour définitivement ils renonçaient à avoir des accords bilatéraux, multilatéraux, plurilatéraux sur le commerce des services, ben, il n'en demeure pas moins que nos gouvernements peuvent, sans avoir une contrainte dans le dos, quand même libéraliser les services, commercialiser les services, privatiser les services. C'est déjà ce qu'ils font en justifiant de l'imposition européenne. Ben, vous remarquerez, si vous suivez l'actualité, qu'un certain nombre de pays qui ne font pas partie de l'Union européenne ont suivi le même procédé. Hein. Si je prends des pays proches de l'Union européenne, que ce soit la Norvège, la Suisse, ils ont suivi des parcours assez similaires sans en être imposés par des directives européennes. Et quand on va plus loin sur d'autres continents, on voit que ce soit en Océanie, dans l'Asie et même en Afrique, on a eu des périodes de privatisation, même si par exemple en Amérique du Sud, on vient d'avoir une espèce de grand vent de retour en arrière. Retour en arrière n'est pas forcément négatif et dans mon propos, il ne l'est pas du tout, puisque des gouvernements de gauche, même s'il y a une semaine, le Venezuela est malheureusement repassé à droite, ben, avait remis sous statut public une série de choses qui étaient laissées aux mains des multinationales. Donc c'est vraiment extrêmement important. C'est aussi pour ça que les organisations syndicales, et pas uniquement, moi je fais partie de la CGSP qui s'occupe des services publics à l'intérieur de la FGTB, mais je pense pouvoir dire que mes collègues de la CSC sont dans le même état d'esprit et combattent de la même manière les accords qui risquent de menacer les services. D'ailleurs, c'est vrai au niveau, entre guillemets, interprofessionnel, c'est-à-dire qu'il y a la CES, qui est l'organisation, la Confédération européenne des syndicats, ben, il regroupe tant et si bien en Belgique la CSC que la FGTB que le CGSLB. Donc, et au niveau professionnel, ben, il y a dans les services publics plusieurs fédérations professionnelles au niveau européen et mondial. Moi, j'ai le plaisir, l'honneur de représenter la CGSP dans deux internationales qui sont très sœurs, hein, puisqu'il y en a une qui est de dimension européenne, qui est la Fédération syndicale des services publics. En anglais, c'est EPSU. Je vous éviterai la qualité de mon anglais et vous expliquer ce que c'est l'acronyme. Et l'autre a la dimension mondiale, hein, c'est l'organisation sœur, et elle s'appelle l'Internationale des services publics, ISP, PSI en anglais. Et donc, ces organisations, depuis déjà quelques mois, voire années, travaillent presque avec des gens à temps plein. Et aujourd'hui, vous auriez dû ne pas m'avoir, mais avoir ma collègue Alice Minette, qui, à la CGSP Wallonne, travaille à temps plein sur ces problématiques, et d'une part d'accords internationaux commerciaux, et d'autre part sur toute la problématique de la dette, parce que je n'y m'y étendrai pas plus longtemps, mais l'autre aspect, c'est bien entendu toutes les contraintes dans lesquelles les gouvernements se sont eux-mêmes placés. Hein. Moi, je ne fais pas de schizophrénie, donc l'Union européenne, c'est quand même les gouvernements d'un certain nombre de pays se sont donné des contraintes qui sont pour moi extrêmement contestables. Hein. Un taux d'endettement par rapport au PIB, pourquoi ? Moi, à la limite, il pourrait encore avoir un sens et une explication si on parlait en pourcentage du budget de l'État. Mais en pourcentage du PIB, il faut que quelqu'un arrive à m'expliquer un jour, et j'ai interrogé parfois des économistes très orthodoxes et tout ça, mais qui n'arrivaient pas à me convaincre de l'utilité du critère du rapport avec le PIB.
Et même chose sur le déficit budgétaire, encore plus. Le déficit budgétaire, la norme des 3% annuels, si c'était une norme par rapport au budget, je comprendrais encore, enfin, peut-être pas les 3%, mais une norme de 3% par rapport au PIB, et en sachant tout le débat qu'on pourrait avoir sur le contenu du PIB, c'est extrêmement important aussi. Donc, c'est un des deux volets. L'autre, c'est effectivement les accords multilatéraux. Et donc, on essaye déjà depuis un certain temps, on fait partie de toute une série d'organisations qui ont notamment essayé de déposer une demande d'ICE, d'initiative citoyenne européenne. Donc, c'est une formule institutionnalisée par le traité de Lisbonne qui permet à 1 million de citoyens issus au moins de 7 pays, et je vous passe les détails techniques derrière et ainsi de suite, de solliciter la Commission pour pour mettre en débat un sujet. La première qui a été chronologiquement déposée, parce que ça n'existe pas depuis longtemps, hein, ça existe depuis 2011, depuis le 1er avril 2011. La première a été déposée notamment, pas uniquement par la Fédération syndicale européenne, et concernait le droit à l'eau. Donc il demandait que l'Union européenne consacre que le droit à l'eau est un droit humain. Si pour vous, je suppose que c'est une évidence, manifestement, ça ne l'est pas pour l'Union européenne, puisque nous avons réuni pratiquement 1 800 000 signatures sur à peu près l'ensemble des pays de l'Union européenne, avec des degrés très divers. Hein. Malheureusement, par exemple, la France, qui est un pays de 60 millions d'habitants, nous avons récolté 50 000 signatures. En Allemagne, on a récolté 1 million de signatures, ils sont plus sensibles à tout ce qui est environnement. Et donc, nous avons essayé de déposer une initiative citoyenne sur le TTIP et les accords commerciaux d'une manière plus générale. Cette demande a été refusée par la Commission européenne, arguant du fait qu'un texte de négociation n'est pas un document législatif et que donc nous n'étions pas dans les critères pour pouvoir introduire une telle demande. Les organisateurs ont quand même maintenu toute la procédure donc avec le même degré d'exigence sur le contrôle qu'il n'y ait pas de double signature, que les gens habitent bien sur le territoire de l'Union européenne et ainsi de suite. Et nous avons récolté à peu près, pas loin de 4 millions de signatures. C'est dire quand même que ce problème commence à percoler dans la tête des citoyens. Et c'est normal parce qu'effectivement, si on prend que ce soit le TTIP ou l'ACS, ou celui qui est le plus avancé avec le Canada, le CETA, on peut effectivement s'inquiéter sur l'avenir des services publics, puisque notamment dans tous ces traités, on retrouve deux mécanismes qui sont un le statu quo et l'autre le cliquet, qui va faire en sorte que aucun gouvernement n'aura une capacité d'action publique. Parce que plus que les services publics, c'est vraiment l'autorité publique qui est remise en cause, c'est-à-dire l'autorité publique que nous élisons démocratiquement, même si parfois on ne vote pas collectivement comme il faudrait, hein, ça, effectivement, on est chacun responsable de son vote, mais pas forcément celui des autres. Mais dans le cas où ces accords viennent à se concrétiser, plus aucun gouvernement ne saura faire en sorte de définir lui-même ce que c'est un service public, ce qu'il veut protéger. Alors c'est vrai qu'il y a des listes qui sont prévues à l'heure suivante, les modèles, l'état des négociations, elles sont positives ou négatives. Mais elles ne sont jamais que l'instant d'un moment et par rapport à une situation. Si, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion ce matin de l'évoquer, mais la notion de service public est avant tout une notion éminemment politique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas définir le service public de manière historique comme étant stable et permanente, et d'une manière géographique non plus. Mais prends un exemple, au Danemark, un pays de l'Union européenne, le fait d'avoir la gestion des amarrages de bateaux est un service public. Mais la plupart des Danois utilisent le bateau pour leur transport quotidien. Pas nous.
enfin je ne sais pas si vous avez un bateau, moi je n'en ai pas, je vous assure, mais si je prenais le bateau, ce serait pour mes loisirs, mais comme je n'aime pas, je ne vais pas le faire. Mais donc je n'ai pas du tout le même abord par rapport au... Et donc effectivement, ici en Belgique, personne n'imaginerait que la gestion, une espèce de plan d'équipement en amarrage, en point d'amarrage le plus proche possible de chez soi, soit une donnée essentielle en Belgique. Mais pour les Danois, ça l'est, parce que notamment, une série se déplace d'une île à l'autre pour aller travailler, pour rentrer chez eux, pour aller faire des courses. Et donc, tout d'un coup, au Danemark, alors que dans la majorité des pays européens, pour eux, c'est un service public. Et donc, ça donne la difficulté quand on essaye de donner une définition au service public. Alors, on a notamment en droit français toute une série d'éléments qui sont à la fois liés au statut du propriétaire, c'est-à-dire que le propriétaire du service de l'entreprise doit être une autorité publique. Alors, ça peut être l'État, c'est souvent le cas, ou des entités fédérées comme par exemple en Belgique ou en Allemagne des Landes, et même s'ils n'ont pas encore beaucoup de pouvoir, ils en ont quand même de plus en plus en France, les régions, même si elles viennent de passer de 22 à 13. Et ça peut être aussi des municipalités. En Belgique, nous avons une tradition où les institutions sont pratiquement inversées, puisque vous savez que les communes et même les provinces existaient avant la Belgique. Hein. Donc il y a une grande politique de décentralisation de tout temps. Donc l'autonomie communale, elle est inscrite dans la Constitution belge, c'est à peu près le seul pays européen où c'est le cas. Mais c'est une des spécificités quand on crée artificiellement un pays et que les citoyens n'ont pas forcément envie de ce pays-là, ils donnent le moins possible de pouvoir à l'autorité nationale, fédérale maintenant, et puis ils le remettent vers les autorités plus locales. Mais donc, nous n'aurons plus de capacité, avec ces cliquets-là, à faire en sorte de pouvoir demain décider que tel aspect est important pour notre société. Je vais prendre quelques exemples pour vous montrer à quel point parfois simplement des évolutions technologiques peuvent changer cette donne. À un temps où les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître, c'est-à-dire au début des années 90, on faisait encore des raccordements téléphoniques. Il y avait deux cas d'espèce. Il y avait celui qui louait une nouvelle maison dans laquelle il y avait une prise, mais où la connexion n'était plus faite et il suffisait qu'un technicien de la RTT, ça ne dit plus rien à personne, de Belgacom, de Proximus, vienne reclencher quelque chose, ou bien vous construisiez une nouvelle habitation dans un lotissement, et parfois il fallait tirer une ligne sur 200 mètres, 300 mètres, ça arrivait. Et donc bien entendu que celui qui avait 200 ou 300 mètres, s'il avait dû payer le coût réel de la tranchée à creuser, des ouvriers qui viennent mettre j'allais dire le tuyau, le câble, pardon, ça aurait été exorbitant. Et donc la RTT, Belgacom à la suite, ont décidé de ce qu'il y avait un prix unique. Et donc celui qui ne faisait que faire rebrancher une ligne qui existait déjà, entre guillemets, payait pour celui qui faisait installer toute une nouvelle ligne et qui ne payait pas plus cher que l'autre. Hein. Mais ça, c'est maintenant vu au niveau des autorités européennes, mais aussi de tous ces consortiums de règlement des conflits comme l'OMC et tout ça, comme étant une subsidiation croisée. Et donc, il ne faut plus du tout de ça. Alors, pourquoi est-ce que je prends cet exemple-là? Parce que il a été presque révolutionné par l'aspect d'évolution des techniques. Maintenant, de plus en plus de gens, je ne sais pas vous, mais par exemple, moi c'est mon cas, toute ma famille, nous sommes 4, on a tous un GSM, nous n'avons plus de ligne fixe. Voilà, donc le problème est devenu... Mais maintenant, le coût de le coût du travail est fixé au coût réel du travail, c'est-à-dire que les personnes qui veulent rétablir une connexion de ligne fixe qui existe, ça ne coûte pas trop cher, mais celui qui doit faire 80 mètres de tranchée va payer le coût économique des 80 mètres de tranchée. La semaine passée, en France, ils ont pris la décision de supprimer, alors là, je suis désolé, c'est pour les moins de 40 ans qui ne peuvent pas connaître, les ondes moyennes et les ondes longues. On parle de radio. Bon, c'est vrai que de plus en plus, on sait capter ces radios par Internet et des choses comme ça. C'est parfait, ça. Sauf qu'en France, encore aujourd'hui, 3% du territoire n'est pas équipé en fréquence modulée, la FM.
Résultat des courses, en 2016 pour l'onde moyenne et en 2017 pour les ondes longues, les gens qui habitent dans ces zones n'auront plus la capacité d'entendre aucune chaîne de radio. Non seulement les publics, mais aussi les privés. Elles seront inaccessibles. Ah, mais il n'y a pas de problème, ils les auront par Internet. Ah, sauf que ces 3% du territoire français sont aussi les 3% du territoire qui ne sont pas connectés par Internet. C'est ça le service public aussi. Hein. Et donc, on sait bien que ça génère des coûts. Alors, c'est vrai que nous qui avons 300 et quelques habitants au kilomètre carré, on a beaucoup moins de problèmes de ce type-là que la France qui en a, je pense, un peu moins de 50. Mais on a d'autres types de problèmes, mais c'est ça le service public, c'est-à-dire de garantir l'égalité de traitement entre les citoyens, garantir que sur le territoire français, hein, parce que les autres langues aussi, ça sert pour ceux qui sont à l'étranger, hein, mais pour garantir au territoire français d'avoir une capacité d'écouter un certain nombre de chaînes de radio, en l'occurrence. La TV apparemment passe partout, enfin je connais personne dans ces 3% du territoire français, donc je n'ai pas été vérifié. Mais j'espère bien qu'ils ont au moins la TV, et y compris la TV numérique. Mais je n'en suis même pas sûr. Mais en tout cas, ils vont avoir à partir de l'année prochaine un vrai problème pour recevoir des radios. Est-ce que c'est normal? Moi, je fais partie de ceux qui pensent que non, bien entendu. Donc ici, le combat que nous menons ne s'agit pas, et je pourrais vous parler 5 minutes, mais ce n'est pas l'heure du jour aujourd'hui, du combat des cheminots. Hein. Ils ne se battent pas pour, contrairement à ce que certains essayent de faire croire dans les médias, un xème jour de vacances supplémentaires que le reste de la population n'aurait pas, ou des choses comme ça. Ils se battent pour l'emploi, c'est-à-dire que d'ici 2020, il y a 10 000 cheminots qui vont partir, et ils veulent, en tout et pour tout, remplacer 4 000. Alors, il n'y aura pas de licenciement, hein, c'est vrai. Mais ça veut dire que c'est 6 000 capacités d'emploi en moins. Et puis, c'est surtout, derrière ça, parce que ça, c'est les travailleurs, mais eux, je dis, il n'y aura pas de licenciement. Donc, à la limite, c'est seulement des emplois potentiels pour des jeunes au chômage qui sont perdus. C'est déjà grave. Mais au-delà de ça, c'est aussi des lignes de chemin de fer qui vont être perdues. C'est aussi des horaires qui vont être abandonnés. Et donc, on le voit régulièrement, il y a toute une série de choses qui sont réduites. Je ne sais pas, on entre en période, hein, c'est plus les chemins de fer, là, mais pour les mêmes raisons de contraintes et de contingence absolument financière, les noctambus de Noël Nouvel An, qui étaient, je pense, été supprimés l'année passée, seront toujours supprimés, hein, ne sont pas réinstallés. Mais donc ça veut dire que potentiellement on met plus de gens en situation de devoir prendre, non pas le taxi Uber, mais le volant, et de prendre le volant avec un verre dans le nez, ce qui n'est pas du tout recommandable. Et donc, sur chaque point, nous savons, nous, à quel point ça va remettre en cause le service public. Puisque à aucun moment nous n'aurons la capacité, les gouvernements n'auront la capacité de continuer à financer, sans pour autant financer tout qui voudra s'installer sur le sol belge pour rendre les mêmes types de services. Je ne vais pas prendre les exemples concernant les soins de santé parce que je pense qu'il y a quelqu'un plus compétent de moi sur le sujet ici. Mais c'est clair qu'on va le voir dans un certain nombre de sujets, mais non seulement dans la santé, mais aussi dans l'éducation, notamment pour ce qui est de l'enseignement non obligatoire, c'est-à-dire grosso modo l'enseignement supérieur, où on va vraiment se poser des questions sur qu'est-ce qu'on finance et comment on le finance, parce que quelqu'un qui voudrait installer une annexe d'une université américaine, ici en Belgique, si on signe demain le TTIP, ou l'ACS, ou, comme je pense on l'a expliqué ce matin, une université américaine qui irait mettre une succursale au Canada si on signe l'accord avec le Canada et pas avec les États-Unis, va pouvoir installer une annexe de son université ici et exiger et obtenir, quelle que soit la position du gouvernement, le versement des mêmes subsides qu'il accorde à ses propres universités. Vous avez compris, je suppose, qu'il n'y a pas besoin de vous faire un grand panel sur ce qu'on risque de connaître dans les prochaines années en matière de services publics. Hein. On va vraiment réduire aux fonctions régaliennes, et régaliennes dans le sens sécuritaire aussi. Hein. Il y avait 2 hôpitaux, 2 centres de défense sociale dépendants du ministère de la Justice. Il y a le centre de défense sociale à Pèves. Hein.
je sais bien qu'il y en a ici, mais qui dépend déjà de la région wallonne parce qu'il est plutôt classé hôpital. Hein. C'est les marronniers, je pense. Mais il y a un PEV, une sorte de défense sociale qui dépend du ministère de la Justice. Il y en avait un à Flandre aussi. Ben, en Flandre, il a été privatisé. C'est le groupe G4 Securitas qui le gère. Sorte de défense sociale, c'est un endroit où on interne des malades mentaux. Hein. Alors c'est vrai qu'il y a une position sécuritaire, parce qu'en général c'est des gens qui ont commis des crimes et tout ça, mais il y a aussi une dimension en principe de soins. Et donc l'hôpital wallon, parce que le personnel s'est mobilisé aussi, hein, ce qu'il faut appeler un chat, va être transféré au ministère de la Justice et va sûrement être transféré administrativement à la région wallonne, c'est-à-dire sûrement dépendant des marronniers ou quelque chose comme ça. Et donc c'est au moins une vision différente de la défense sociale. Parce que ce sont avant tout des malades mentaux. Et donc tout ça, tout ce qui risque de coûter, risque d'être mis en cause parce que le gouvernement ne saura pas suivre. Je vais prendre un exemple qui a ses limites. Mais quand vous avez connu en région wallonne l'aspect des panneaux solaires et surtout l'abandon d'un certain nombre de subsides, c'est parce qu'à un moment donné, ce gouvernement s'était lui-même mis la corde au pied, c'est-à-dire qu'il n'avait pas fixé de limite à ce qu'il subsidiait. Et donc, à un moment donné, il s'est dit « Ah, je ne sais plus subsidier, j'arrête ». Et donc, avec des conséquences dramatiques dans tous les sens. Sociales pour les entreprises qui avaient vu le jour et qui travaillaient sur base de subsides et des machins. Et puis des particuliers qui ont eu, bien entendu, des accords de leasing de panneaux solaires. Et puis les sociétés faisant faillite, ils sont tenus de rembourser beaucoup plus rapidement. Et donc, c'est vraiment dramatique. Ben, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que plus aucune autorité publique nationale, voire européenne, hein, puisque ce seront des accords transnationaux, ne trouvera, d'ailleurs on dit l'ACS, hein, on parle souvent d'une négociation à 23. Pourquoi ? Parce qu'il y a 51 pays, il y en avait 53, mais il y en a 2 qui sont retirés, l'Uruguay et le Paraguay, au moins il y a des gens intelligents, mais on parle de 23 parce qu'on considère que l'Union européenne c'est un pays. Déjà dans ces négociations multilatérales, ils sont représentés par un commissaire européen. Et alors, ça je pense que vous l'avez évoqué, l'autre aspect, c'est bien entendu le manque total de transparence. Comment est-ce qu'on peut garantir un vrai débat démocratique sur des documents qui continuent à être, si ce n'est grâce à Wikileaks, tout à fait fermé. Donc les parlementaires européens ont droit, dans une salle où il y a un brouillage téléphonique, je vous assure qu'on en est là, où on leur demande de déposer leur GSM pour ne pas qu'ils fassent des photos, ils peuvent lire les textes de négociation de l'Union européenne. Bien sûr que c'est à ce point-là, mais nous, citoyens lambda, on n'a rien du tout, on a les versions de Wikileaks. À ce propos, d'ailleurs, c'est assez symptomatique parce que, notamment sur l'ACS, ils étaient en négociation jusqu'au 4 décembre. Le 4 décembre, cette belle date, c'était le début des négociations sur le climat, la COP 21. Et donc, ils sont arrivés à un accord. Qu'est-ce qui est ? Moi, je ne pense pas qu'il soit extraordinaire. Mais enfin, ils vont faire des efforts. C'est bien. Sauf que, mais alors là, j'ai besoin de mes lunettes aussi, donc je vais avoir un problème. Dans le texte qui négociait du 30 novembre au 4 décembre à Genève, dans une des annexes, il parle de neutralité technologique. Oh, quel beau terme. Est-ce que vous savez ce que c'est la neutralité technologique ? La neutralité technologique, c'est par exemple en matière énergétique de considérer qu'on ne peut pas faire un sort différent. Par exemple, à l'énergie nucléaire par rapport à l'énergie solaire ou à l'énergie éolienne ou à la fracturation géothermique, c'est-à-dire les gaz, les gaz de schiste, voilà, merci. Et donc, vous imaginez bien ce que c'est la notion de neutralité technologique. Hein. Ça veut dire de nouveau que plus aucun gouvernement, si ça passe, ne pourra respecter les engagements qu'ils ont signés une semaine plus tard à Paris. C'est extraordinaire, hein. Mais c'est ça aussi le service public. Hein. Je veux dire, c'est aussi, bien entendu, l'intérêt général. C'est comme ça qu'on le définit, mais l'intérêt général, plutôt que d'être entre guillemets court terme, c'est-à-dire sur quelques années ou pour les gens qui vivent sur la Terre, c'est aussi l'intérêt général dans le sens du développement durable, dans le sens de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on laisse à nos générations futures ? Ben voilà le genre de truc qu'on va laisser à nos gosses si ces accords sont signés. La lutte est possible, la lutte peut réussir,
Les seules choses qu'il faut être convaincu, c'est que si nous gagnons, ils reviendront avec une nouvelle version de ces projets d'accord. Et il faudra donc qu'on se mobilise de nouveau, mais ce n'est rien, ça fait partie de la vie. Moi, je ne viens pas d'un milieu syndical, mes parents étaient plutôt anti-syndicalistes même, je ne sais pas comment ils ont fait, c'est peut-être pas héréditaire, mais en tout cas très tôt j'ai été dans le mouvement syndical et très tôt on m'a expliqué, quand tu commences à te battre, il faut surtout retenir une chose, tu arrêteras de te battre quand tu seras mort, ou alors tu abandonnes tes valeurs. Et donc cet engagement-là, qui était d'un de mes pères spirituels en matière de syndicalisme, je ne l'ai jamais perdu, et donc il faut garder le moral, garder la voix si ça marche bien, et se dire qu'il faut vraiment se battre contre ça, parce que c'est vraiment, allez, utiliser un gros mot, une grosse merde, il faut le dire comme... ça l'est, et arriver à faire en sorte, mais c'est pas parce que ça paraît loin et que c'est international et tout ça qu'on ne peut pas, on y arrive, on arrive à se mobiliser. L'année passée, sur le même jour, au mois d'avril, nous étions dans 170 villes autour du monde, plusieurs millions à manifester contre ces accords. Nous, ici en Belgique, c'était principalement à Bruxelles, c'était un samedi, mais nous étions notamment dans les villes allemandes, mais aussi en Amérique du Sud, en Espagne, des millions à manifester contre ces projets d'accord, et donc nous pouvons et nous devons gagner, et c'est clair que le service public, c'est pas un temps là le secrétaire professionnel, c'est-à-dire celui qui défend aussi au quotidien les intérêts professionnels des agents qui y travaillent, mais le citoyen qui vous le dit. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec des ONG, des associations d'usagers, avec des collectifs, et je vois que vous en êtes un. Si vous avez perçu mon accent, je suis un peu liégeois, donc je ne connaissais pas celui qui organise cette journée aujourd'hui, mais je suis très content de le rencontrer. Mais c'est très important de mener ça, parce que c'est vraiment un problème de société. Donc voilà, je ne vais pas être plus long que ça, mais je suis à votre disposition pour répondre à vos questions, à vos remarques.